Les Grands Prix de Formule 1 vous présentent aujourd'hui, en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, cette séance de qualification présentée par Suzuki, au-delà de l'ingénierie. Vous voyez que le temps s'est mis au beau, comme on dit. Bienvenue à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Ce sont des conditions météo qui se sont non seulement améliorées, on a presque envie de dire qu'elles sont idéales. Et pour en savoir plus long sur toute cette mise en scène, tout de suite, Christian Tortora et ses invités chez BAR. Eh bien oui, Pierre, on peut dire que l'ambiance ici est extraordinaire puisque j'entendais, il fallait attendre quelques secondes, Pierre, parce que c'est inaudible presque. D'accord. On fait tourner le moteur de Jacques, là. Bon, d'accord, je vais revenir avec Bertrand et dès que vous êtes prêts, vous nous le dites. D'accord, Christian? Exactement. Merci. Bon, alors Bertrand, rebonjour et rebonjour, chers amis. J'espère que vous avez fait une bonne pause de lunch, comme nous. Eh bien, Bertrand, si on se fie à ce qu'on a vu ce matin, j'espère que nos amis étaient là. On aura toute une séance de qualification. Peut-être pas dans les 15-20 premières minutes, parce que là, le temps est beau. On voudra que la piste s'améliore progressivement, mais les 40 ou 30 dernières s'annoncent excitantes. Oui, ça va être absolument fabuleux. Pourquoi on voit Hakkinen et Schumacher, évidemment, se livrer de leur dette habituelle, mais on sent que des seconds couteaux en veulent en fin de semaine. Et on parle de Coulthard qui a été le plus rapide ce matin, même s'il a raté la première séance de 45 minutes. Et Barrichello qui est tout près de son coéquipier. Bon, et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on va entendre parler Craig et Jock dans quelques instants avec Christian, ça se bouscule également aux portes derrière. Combien d'écuries différentes, là? 9 écuries différentes aux 11 premières positions à l'issue des essais libres du samedi matin, imaginez. Bon, Jacques a réussi le 7e temps. C'est vraiment tout près de l'objectif qu'il s'était fixé. Ce qu'on a surtout remarqué, Bertrand, autant en temps relatif par rapport aux autres qu'en vitesse de pointe, Jacques est dans le coup à ce niveau-là. Peut-être pas au niveau de Ferrari et McLaren, mais au niveau des autres. Oui, tout à fait. On a vu qu'à Monaco, ça n'a pas été très bien pour BAR. Pourquoi? C'est un circuit qui exige beaucoup d'appui aérodynamique. Montréal, c'est le premier circuit de la saison où on roule avec très peu d'appui, ce qui semble privilégier la BAR. Évidemment, si on roule avec très peu d'appui, question de profiter au maximum des permissions, en fait, du circuit Gilles Villeneuve. Il faut aussi travailler sur les pneumatiques. Et Christian, peut-être que vos invités pourront vous le confirmer, c'est tout un travail qu'on a fait pour tenter d'amener les pneus à la bonne usure, si vous voulez. Oui, bien, tout d'abord, j'ai Craig Pollock, comme vous le voyez, avec notre ami Jock Clair. Il me tourne le dos. Il vous fait une blague, là. Il me fait une blague parce que tout à l'heure, il y a Craig qui disait « Je vous présente mon meilleur ingénieur, le meilleur de la F1, mais c'est aussi mon copain. » Alors, messieurs, je pense que tout est au rendez-vous pour avoir assisté à une séance de qualif absolument fantastique. Je pense que ça va être une qualification très difficile. Certainement, Jacques qui pourrait dire nettement plus que moi vis-à-vis Jacques et puis comment il va se qualifier. Mais on est capable, je pense, d'être entre 5e et 10e si on a un petit peu de chance. Alors, Jack, quelles sont maintenant les dernières choses que l'on peut faire? Oui, non, c'est très difficile. Peut-être c'est une histoire de pneus, parce que c'est très difficile pour décider la situation de pneus. Bien nouveau, c'est différent pour toutes les équipes. Sa décision, elle est plus importante. Bon, eh bien, écoutez, on est dans le bois, on se reverra un peu plus tard. Bonne chance. Merci, Christian. Est-ce que vous avez une idée vers... je pense que tout le monde ira vers la même gomme qui avait été recommandée par Bridgestone, finalement. Hein? Donc oui. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de trouver la bonne usure de pneus, c'est ça? C'est exactement ça. Et depuis ce matin, ils essayent de faire des calculs. Moi, je vais vous donner mon sentiment. J'ai regardé évoluer la voiture depuis ce matin à chaque tour. Et vous en souvenez, ces pneus sont capables de faire quasiment 2 Grands Prix. J'ai bien l'impression... Il n'y avait aucune usure. Écoutez, David Coulthard en est la preuve éloquente. Lui qui a dû de faire tout ce rattrapage dans la dernière manche de la séance du matin n'a jamais semblé être pénalisé par une usure de pneus. Exactement. Alors il y a quelque chose d'assez inusité pour nos téléspectateurs. Je ne sais pas si la caméra le montre, mais vous entendez la voiture de Jacques. Mais il n'y a pas un pilote à bord, là. On le voit très bien, Christian. Bon, regardez bien, il n'y a personne dedans. Et la voiture accélère toute seule. Voilà, écoutez ça. C'est tout télécommandé par un ordinateur. Mais ça, c'est permis dans les garages, mais pas en piste. Ah, exactement. Heureusement, d'ailleurs. Hein? Oui, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que la télémétrie n'est permise qu'à sens unique. On ne peut que recueillir des données, on ne peut plus corriger à distance. Exactement. C'est interdit.
Et je vous rappelle donc ce que l'on avait dit ce matin. Jacques avait roulé hier avec la direction assistée. Aujourd'hui, il est revenu à ce qu'on appelle le classicisme, c'est-à-dire pas de direction assistée du tout pour être beaucoup plus précis. Ah, alors ça va lui faire travailler un peu les bras et les pectoraux. On oui. sait que Jacques a fait toujours beaucoup de travail. Hein. Dès qu'il est entré en sport automobile de pointe, il a vraiment développé la partie supérieure du corps qui est la partie vraiment qui travaille le plus, qui encaisse également toutes ces forces G. Là. Donc c'est extrêmement important et on l'a vu, hein, Bertrand, en l'espace de même pas un an, développer une carrure musculaire vraiment appropriée pour l'effort qu'on demande à ces pilotes. Et on pense souvent que la voiture fait tout le travail et que la voiture sophistiquée rend la conduite facile, mais c'est pas le cas. Ce que j'ai aimé de Jock Lee aussi, c'est quand il a parlé, ça dépend des écuries quant à l'utilisation des pneus. Donc, on regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Alors, rappelons un peu le dilemme qui se pose. Est-ce qu'on met des pneus déjà rodés à l'avant et à l'arrière ou seulement à l'avant ou seulement à l'arrière? Alors, c'est une question d'équilibre de voiture. Et rappelons aussi les particularités du circuit Gilles Villeneuve, Bertrand. La température de la piste ne fait pas foi de tout. C'est une piste, même si elle est très chaude, c'est une piste qui demeure très douce, donc peu abrasive et donc peu adhérente à la base. Donc il faut trouver les bons réglages et vraiment trouver l'équilibre parfait. Et c'est ça qui fait la beauté de la F1. Et Christian, en fait, quand on parle de tous ces équilibres-là, il faut dire aussi qu'une séance de qualification, pourquoi est-ce qu'on a toujours les meilleurs temps à la fin? C'est qu'on peut utiliser la séance de qualification même pour faire des tests, finalement. Tout à fait, tout à fait. Il y en a qui en profitent un maximum parce que des fois on dit « Ah, il suffirait d'un petit millimètre ici, un petit millimètre là ». Ça fait toute la différence. On joue toutes les cartes. De toute façon, le meilleur exemple qu'on a pu avoir, c'est celle de Coulthard. Vous avouerez, comme le disait Bertrand, il a pratiquement rien fait, puis tout d'un coup il sort, il a roulé. Il aurait pu s'arrêter à un moment donné. Hein? Non, on continue parce qu'on essaye de peaufiner, de trouver, par exemple, encore le même problème dont on parlait tout à l'heure, les pneumatiques par exemple, mais la consommation aussi. On voulait vérifier des tas de paramètres. Absolument. Alors donc, c'est sûr qu'il faut rouler un maximum. De toute façon, vous le savez, un des grands secrets et une grande force des grandes équipes, c'est de pouvoir rouler vraiment plus que les autres. Absolument. C'est une évidence. Et on fait la même chose, évidemment, sur le terrain. Christian, je me fais le porte-parole de tout le Québec et de tous nos téléspectateurs à travers le Canada français. Vos lunettes vous vont fort bien. Oh, écoutez, je suis obligé de les mettre parce que vraiment, là, ça tape. On n'est plus à Montréal, on est à Monaco, là. Hein. Mais je suis très sérieux, elles vous vont très bien. Alors, Christian, est-ce qu'on peut voir, ce qu'on a déjà vu dans des séances de qualification, attendre qu'un nuage passe pour que la température baisse un peu et là, tout le monde y va? J'ai peut-être l'impression que c'est ce qu'on risque de vivre aujourd'hui. Hein. Et on peut en avoir, il y a des cumulus de beau temps un peu partout, alors ça pourrait arriver. Mais merci beaucoup. Tout à fait. On va tout de suite faire une pause et on sera de retour dans quelques instants. Le pilote mystère, une présentation d'Esquire. La montre Esquire est là votre nom. À quel pilote appartient ce casque? Téléphonez dès maintenant au numéro apparaissant à l'écran et vous pourriez vous mériter cette montre Esquire d'une valeur de 500 $. Le gagnant sera connu à la fin de l'émission. Une présentation d'Esquire. La montre Esquire est là votre nom. Daytona à Trois-Rivières. Préparez-vous pour l'action. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières, présenté par Molson Export. Du 28 au 30 juillet, on entre en piste. Après le premier 4x4 japonais compact, des centaines de percées en ingénierie et des millions d'utilitaires sport plus tard, tout ce que nous avons appris se résume en un seul énoncé tout simple. Le grand Vitara V6 2000. Suzuki, au-delà de l'ingénierie. Alain Cyr, Esquire. Jasna Selak, Esquire.
La collection Esquire. Michael Bonacini, Esquire. France Dubois, Esquire. Une gamme originale de montres suisses conçues pour les Canadiens qui, comme vous, ont des rêves à réaliser. Rudy Hoffman, Esquire. Deborah Burstein, Esquire. Blajout, Esquire. Le modèle analogique et numérique 9500 SLX en acier inoxydable. Esquire, à l'heure de la distinction. José Lavigueur, Esquire. Quelle superbe image du circuit Gilles Villeneuve et de l'île Notre-Dame. Le monde entier voit la même chose quand on parle de la belle carte postale. Et bien voilà les temps qui ont été enregistrés ce matin. Donc Bertrand, on a peut-être le temps de la pole, à peu près. Hein, celui de 1:18.6 là. Et ce serait à peu près la seconde d'amélioration par rapport à l'an dernier. Voilà tous les autres et les écarts. Donc les 6 premiers à l'intérieur de la même seconde. Et les autres sont pas très loin. Pas les 6 premiers, les 8 premiers, pardon. Et regardez les autres, c'est quand même pas très loin. Quand vous avez 1,5 secondes là, sur un tour d'une 20, c'est un écart très raisonnable. Et donc, on descend jusqu'à passer Jos Verstappen en 12e. Oui, et à nouveau, Coulthard hier a fait quelques excursions hors piste. Il a signé le meilleur temps. Ce matin aussi, hein, dans la deuxième séance, à un moment donné, a commencé à pousser très fort. Il est allé hors piste, alors que Schum, lui, a toujours été un petit peu plus en contrôle. Quelques dérapages, mais plus en contrôle. Bertrand, est-ce alors qu'il en a en réserve, c'était mal. Voilà, ben, c'est une bonne question. Et il faut dire aussi que la séquence dans laquelle nous sommes, tu en parles à chaque Grand Prix, alors qu'on voit les conditions météo formidables. C'est vraiment idéal présentement. Bertrand, tu en parles à chaque Grand Prix parce que ça s'accumule. Quelle est cette séquence d'absence de victoire pour le détenteur de la pole? Ouais, 12 courses maintenant. Alors, il faut remonter à Häkkinen au Grand Prix de Hongrie au 15 août dernier. On va voir un vainqueur parti de la position de tête sur la grille. Hey, regardez cette belle image. Comment c'est beau avec les bateaux là, qui se promènent également. C'est formidable. Et ici au Canada, ben, il ne faut pas remonter très loin. Il y a les deux dernières éditions, non. Mais en 97, Michael Schumacher avait fait pole et victoire. Damon Hill avait fait pole et victoire en 96. Oui. Devant Villeneuve, qui avait tout donné pour essayer de passer au départ. Ça avait coincé un peu. Et avait adopté une stratégie différente de Hill, un arrêt contre 2 arrêts. Et ça n'avait pas arrivé suffisamment à la fin. Il avait terminé quelques secondes à la fin. On les voyait à peu près dans la même image à la fin, là, mais il y avait quand même peut-être ce 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. Alors, il reste encore 2 minutes avant le début officiel de la séance. Mais comme vous le voyez, et ça c'était tout à fait prévisible, on va prendre bien son temps avant d'aller en piste. C'est une séance typique de beau temps, disons-le comme ça. On voit encore une fois cette autre portion du circuit Gilles Villeneuve qui ramène les voitures vers l'épingle à l'extrémité est. Évidemment, vous allez voir le virage en épingle qui devrait apparaître. Tiens, voilà. Alors, vous avez cette nouvelle portion qui a été refaite en surface. Et là, ben, vous revenez bien sûr vers la ligne de départ-arrivée. Et ça, c'est une image qui vous montre à peu près où nous sommes, si j'ai bien vu. Là, la caméra est placée à peu près au même endroit. Il y a Arnaud Trulli qui a de grandes prétentions ici. Et, avec raison. Sur la grille à Monaco. Alors, il a prouvé que lorsque la monoplace fonctionnait, qu'il pouvait livrer la marchandise. Ça, c'est le pauvre Heinfeld. Très mauvaise fin de semaine pour lui. Sorti de piste très tôt hier matin, vendredi. On l'a puni un peu. On lui a dit 2 minutes, je pense pas. On va attendre tu vas attendre qu'on répare ta monoplace. Et voilà, ben, ce ciel qui est très immaculé. Le bleu est très immaculé. Évidemment, il y a quelques bandes nuageuses encore, mais rien de menaçant. Oui, ça, c'était sérieux ce qu'on vous disait. Hein? S'il y a un nuage qui apparaît et que la piste est couverte en partie, la température baisse, les moteurs respirent mieux, on envoie les voitures en piste. Écoutez, on a vu le phénomène inverse ce matin, Bertrand. Dès que le soleil est apparu, en quelques minutes à peine, la piste est montée de 21-22 degrés jusqu'à 30 degrés. Alors, Jacques, jusqu'à maintenant, bien évidemment, ça a été fort encourageant, les premiers Grands Prix. L'équipe BR a marqué ses premiers points dès l'Australie, en a rajouté à Saint-Marin, mais la fiabilité a encore fait défaut. Boîte au Brésil, boîte en Grande-Bretagne, bris d'accélérateur en Espagne. Il y avait même un petit incendie à l'arrière de la voiture, si vous vous rappelez bien. Et en Europe, on l'a arrêté parce qu'avec la télémétrie, on savait que le moteur allait sauter. Et 7e à Monaco. Oui, tous ces efforts à Monaco qui ne sont pas récompensés, évidemment, puisqu'on ne donne des points qu'aux 6 premiers.
Mais quel départ on a vu de la part de Villeneuve cette année? Hein? On peut dire, Bertrand... Départ au pluriel. Oui, absolument. Juste une petite parenthèse, Bertrand. C'est commencé officiellement cette séance. Le chrono est en marche, donc, depuis 17 secondes maintenant. Donc, vous allez probablement devoir patienter, je dirais quoi, 15-20 minutes peut-être, avant de voir, en général, Mazzacane ou Genet s'amener en piste. Quoique Trulli, lui, va peut-être vouloir y aller assez tôt. Comme je vous dis, on a peut-être encore un peu de travail préliminaire à faire en qualification. Ce n'est pas la norme, mais il n'est pas dit qu'on ne prend pas peut-être une première tentative pour améliorer une deuxième ou une troisième éventuellement. Parce qu'on peut faire 4 sorties si on fait un tour rapide à chacune. Parce que le tour de préparation et le tour de décélération, si vous voulez, ou de retour à la ligne des puits, compte dans le total de 12. Alors écoutez, puisque c'est bien calme pour l'instant, nous allons tout de suite faire une pause et lorsque nous serons de retour, espérons que nous aurons peut-être l'occasion de vous présenter les premières voitures en piste. À tout de suite! On offre tellement plus de choix que n'importe quel entrepôt. Il faut avoir le sens de l'organisation. Renault Dépôt, la révolution dans la rénovation. Polaris a vendu plus de véhicules tout-terrain avec transmission automatique que toutes les autres compagnies ensemble. Achetez un nouveau véhicule tout-terrain Polaris et recevez un kit de treuil Warm d'une puissance de 900 kg ou choisissez d'autres accessoires Polaris jusqu'à 300 $. Consultez votre détaillant Polaris pour obtenir plus de détails. Molson Dry s'associe à l'événement le plus couru à Montréal. On vous laisse deviner lequel. Pourquoi aller chez Spinelli? Chez Spinelli, on ne vous offre que les meilleures marques. Honda, Toyota, Nissan et Lexus. Et chez Spinelli, vous avez 5 jours pour échanger votre véhicule contre un autre modèle ou une autre marque. C'est votre privilège. Et les meilleurs prix sont chez Spinelli. C'est garanti. Parce que chez Spinelli, on vous simplifie la vie. Alors, au tableau Renault Dépôt, évidemment, il n'y a aucun temps enregistré jusqu'à maintenant. Aucune voiture encore en piste. Tout à fait normal comme situation, tout à fait prévisible. Mais tout le monde est prêt parce qu'évidemment, dès qu'on a quelques voitures qui ont tourné, ça encourage les autres à y aller. Ça veut dire qu'on a déjà une certaine amélioration des conditions de piste. Ce qui nous permet, entre-temps, d'avoir de très, très belles images du circuit Gilles Villeneuve, de l'île Notre-Dame. Voilà la voiture de David Coulthard, qui a été complètement absente des 45 premières minutes ce matin. Coulthard qui a vraiment rattrapé tout le temps perdu par la suite, tellement bien, en fait, qu'il a fait le meilleur temps lors des essais du matin. Rappelons que chez McLaren, on célèbre le 500e Grand Prix de l'histoire de cette grande écurie. Une écurie très titrée, 126 victoires, 107 positions de tête. Première victoire en Belgique de Bruce McLaren. La première position de tête, Bertrand, c'était au Canada en 72. Donc c'était à Mosport. Peter Revson qui avait obtenu la pole position. 8 championnats des constructeurs, 11 titres des pilotes. Et la séquence la plus, évidemment, remarquable au niveau du titre des pilotes, ça a été l'ère de Senna et de Prost. Est-ce qu'on reverra ça une fois dans l'histoire du sport automobile, un duo aussi complémentaire, aussi prolifique, un duo aussi performant, si vous me permettez le terme, au sein d'une écurie aussi bonne? Ce sera peut-être difficile parce que les choses changent beaucoup en Formule 1 depuis quelques années et au cours des prochaines années.
Alors, les spectateurs font la vague. Ça, c'est une façon peut-être de montrer qu'on a hâte d'assister à la séance de qualification. Et pour l'instant, nous, la vague va se déplacer vers Christian, qui lui aussi, je pense, s'est déplacé. Ben oui, je suis monté voir mes confrères en salle de presse et malheureusement, il y a un petit pépin. Il n'y a pas de chronométrage actuel. On a dit qu'à peu près dans 10 minutes, ça serait rétabli. Il y aura un problème de transporteur. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y aura un petit problème actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de temps possible. Ah bon, alors donc, comme on dit, même si le chrono de la séance est en marche sur nos écrans, la séance n'est pas lancée officiellement, c'est ça? Écoutez, ça je ne le sais pas parce que je suis de l'autre côté, mais apparemment elle doit être lancée officiellement. Mais je dirais que ça les arrange même qu'il y ait très peu de voitures. Ils pourraient le faire d'une autre manière. Mais le système habituel, une partie est en panne pour l'instant. Ah bon, de toute façon, Christian, ce qu'on voit, c'est pas inhabituel par beau temps. Hein? Oui. Par beau temps, ça se bouscule pas au portillon, comme on dit. Non, mais bon, de toute façon, ils ont dit même pas 10 minutes, alors ça va se passer. Mais il faut dire que c'est très complexe. Et vous avez entendu cette semaine, notre ami Jean Campiche nous expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Même la fameuse histoire du drapeau rouge lors du Grand Prix de Monaco. C'était pas dû à ça, c'était un court-circuit, tenez-vous bien, dans le système des feux. Ah oui? C'était pas une histoire de chronométrage. Ah bon, donc ce sont les feux qui se sont mis au rouge automatiquement? Exactement. Il y a eu un court-circuit. De suite, le computer, il s'en est aperçu et il a tout arrêté. Ça, c'est bien dans le fond, parce qu'évidemment, ça, c'est tout un autre secteur et c'est intéressant que vous en parliez. Tout ce support de chronométrage, de ce support aux signaleurs et tout ça, font partie non seulement des obligations de course pour bien chronométrer, faire les classements, mais au niveau sécurité, Christian, il faut avoir tout ça, sinon ça pourrait être très dangereux. Évidemment. Et puis lorsque l'on regarde un petit peu maintenant tous les systèmes de vérification qu'il y a à droite, à gauche, c'est uniquement dû, encore une fois, dans un but très précis, la sécurité. Éviter les opérations de l'humain, car on en parlait ce matin, on peut avoir des problèmes. L'électronique semble plus fiable. Bon, quoique là, c'est autre chose encore. Et si oui, pardon, Christian. Oui, allez-y. Non, j'allais dire, vous avez parlé de problème de transpondeur. Ceux qui se demandent ce que c'est, c'est que finalement, et ceux qui se demandent comment le chronométrage ou tout le système fait pour reconnaître la voiture, c'est justement, c'est qu'il y a un petit transpondeur qui est placé, je pense que c'est à l'avant complètement. Sur la voiture, oui. Sur le dessus, et qui identifie la voiture. C'est comme dans les avions de ligne, comment on fait pour reconnaître le vol d'Air Canada 870 vers Paris, par exemple. On lui fait afficher un code sur un transpondeur qui lui le fait distinguer sur les écrans radars par rapport à un autre avion. Donc, c'est la même chose. Donc, on reconnaît les 22 voitures de cette façon. Et si on ne peut pas lire le message des transpondeurs, Christian, là, évidemment, il faut retarder la séance parce que c'est la seule façon de les reconnaître. Oui. Et d'ailleurs, il y a des capteurs, on en avait déjà parlé, mais il y a des capteurs qui sont placés dans l'asphalte, qui sont placés d'abord en face chaque stand, là où on fait le ravitaillement, sur la grille de départ à chaque position, car c'est après tous ces paramètres qui sont pris en compte et qui nous donnent évidemment les temps, les écarts et tout ça, mais les arrêts au stand. Et surtout, j'avais posé la question à Jean, j'avais dit, mais est-ce que le gars peut pas bouger de 2 cm, il est pénalisé? Il dit non, c'est plus large que ça, c'est à peu près 30 à 40 cm de tolérance sur le... Vous voulez dire au départ? Oui, du capteur, oui. Parce que les voitures aujourd'hui, comme c'est quasiment semi-automatique le départ, eh bien à ce moment-là, il y aurait trop tendance, quand on met la vitesse quelque part, de faire un petit écart. Alors on en tient compte. D'ailleurs, on avait été, vous vous rappelez, quand on avait adopté ce système pour la première année, on était tellement sévère qu'il y avait 5, 6, 7, 8 voitures des fois qui étaient pénalisées. Exactement. Je dis un chiffre comme ça, mais c'était devenu presque ridicule. Exactement. Alors... écoutez, on va en profiter pour faire une autre pause. C'est vraiment le calme plat. Et Bon, bien Pierre, ça revient là, ça y est. Ah, bravo. Nous, on a l'écran avec maintenant tout allumé dessus. Formidable. Et ce sera une séance spectaculaire, il n'y a pas de doute. Restez avec nous, chers amis. Nous serons de retour dans quelques instants en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Voici un message important si vous possédez des armes à feu. La loi exige que vous ayez un permis d'armes à feu ou 3F valide d'ici la fin de l'année. Si vous possédez ou utilisez des armes à feu, vous avez besoin d'un permis. Ce permis diffère du certificat d'enregistrement et du permis de chasse. Dès l'an prochain, vous devrez présenter votre permis pour acheter des munitions. Ne tardez pas. Faites votre demande maintenant. Nous pouvons vous aider à la remplir. Composez le 1-800-731-4000 ou visitez notre site web. Un message du gouvernement du Canada. Hey, Twitch chauffe. Puis là, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais aller chercher de l'eau. On a traversé un ruisseau un matin. Donne-moi ça. Es-tu fou? Gaspille-la pas! Fais-moi confiance. Le gel nettoyant Simonize au Teflon crée un bouclier protecteur à chaque lavage et un lustre qu'on remarque de loin. Équipe de secours à la base, contact visuel établi. Le lustre supérieur plus la protection au Teflon, c'est Simonize. Après le premier 4x4 japonais compact, des centaines de percées en ingénierie et des millions d'utilitaires sport plus tard, tout ce que nous avons appris se résume en un seul énoncé tout simple. Le grand Vitara V6 2000. Suzuki, au-delà de l'ingénierie. 2 belles journées au chalet sur le bord du lac. On va-tu être bien là? T'en vas-tu là tout seul? Ben oui. Ah oui. Savais-tu qu'il y a un grand prix en fin de semaine? Ah oui? Ben oui. Avec un système de télé par satellite Star Choice, vous pouvez transporter votre récepteur jusqu'à votre chalet. Star Choice, notre télé, c'est d'abord la vôtre. Puis finalement, embarques-tu? Bah, je sais pas. Eh bien, c'est le calme plat et c'est le vide total au tableau Renault Dépôt de ces qualifications du Grand Prix Air Canada. Aucun temps d'enregistrer jusqu'à maintenant. Christian nous a parlé de ce problème électronique, là, au système de chronométrage, problème qui semble réglé maintenant. Et nous, le chrono est toujours en marche. Alors, je ne sais pas si... j'ai l'impression qu'il n'y a pas lieu de repousser la séance. Personne, de toute façon, ne voulait sortir. Alors, c'est un geste intelligent. Oui, on aurait peut-être eu un problème si une voiture était sortie des puits. On aurait dit, oups, on vient de se faire prendre, mais... Ouais. Mais il faut dire que tous les pilotes sont à bord de leur voiture. Le dernier en séquence qu'on a pu apercevoir, nous, ici, de notre position, c'était Mika Hakkinen, qui est maintenant à bord de sa voiture. Alors, tout le monde est prêt. Évidemment, on attend toujours qu'une première écurie se sacrifie. Comme je le disais, c'est en général Minardi, bien sûr. Lucien? Et j'ai bien hâte de voir comment... Oui, Christian, merci. On va... apercevoir maintenant David Coulthard. Ouais. Et les gens qui l'ont aperçu, ça c'est juste devant nous, là. Les gens qui l'ont aperçu lui ont donné une bonne main d'applaudissements. C'était peut-être pour Schumacher qui traversait la ligne des puits aussi. Alors, je ne sais pas. Attends, je vais voir Lucien. Ah, il y a pas mal de casquettes de Ferrari, effectivement, devant nous. Alors, mais quoi que Coulthard mérite aussi les applaudissements parce que il a été très belle excellent. fin de semaine jusqu'ici. Oui. Très belle fin de semaine jusqu'à maintenant. Et très belle séquence, sûrement la plus belle séquence de sa carrière. Il vit sûrement les moments les plus heureux de sa carrière. Et voilà Jean Alesi qui, lui, évidemment, doit puiser au fond de toutes ses ressources personnelles pour accepter avec philosophie ce qui lui arrive. Il me semble qu'il grisonne vite, Jean. Trouves-tu? C'est pas facile parce qu'il a plongé dans cette aventure avec Alain Prost, non seulement par... comment dire, par choix de carrière, mais aussi par passion, je pensais. Mais s'il y en a un qui croyait au projet d'Alain Prost, c'était lui, hein, Bertrand? Oui, mais c'est peut-être cette passion qui le sauve. Lui, je pense, est heureux d'être en F1 et de rouler en F1. Certains pilotes ne sont heureux que s'ils gagnent. Oui. Lui, je pense que sa passion, c'est la F1. Et tant qu'il peut piloter au championnat du monde, je pense qu'il sera un homme heureux. Eh bien, on aura une première voiture en piste. Et non, ce n'est pas une Minardi. Je pense que c'est Nick Heidfeld. Est-ce qu'on veut encore lui le pénaliser? Ou lui faire, comment dire, pas le pénaliser, mais lui faire la leçon encore? Non, je fais des blagues. On parlait de sa petite erreur de vendredi qu'on lui a peut-être fait payer par un peu moins de temps de piste. Alors, presque à 15 minutes, Pierre, donc. Exact. Alors, rappelons que l'an dernier, c'est Michael Schumacher qui avait fait la pole. Mika Hakkinen avait remporté sa première victoire à Montréal. Je pensais que vous allez dire l'an dernier, Nick Heidfeld a remporté le championnat européen de Formule 3000. Donc, absolument. Un pilote de pointe, un pilote Mercedes qui est prêté à Alain Prost. Mais ça, c'est presque une nouvelle donne. Des pilotes Mercedes, il y a Heidfeld, il y a Zonta. Zonta, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Brigatore, qui a Fisichella sous contrat, qui a Trulli sous contrat, un contrat assez laborieux d'ailleurs, c'est compliqué. Fisichella, c'est des contrats renouvelables à chaque année. Trulli, lui, sera disponible en 2002 seulement, mais pas avant.
Vous avez vu, Bertrand et Christian et tout le monde là sur cette image, comment il y a du monde. Les gradins sont vraiment bondés partout. Et ça aussi, c'est très révélateur du succès de ce Grand Prix. Alors, encore quelques mètres et Nick Heidfeld va passer à l'attaque pour son premier tour, que l'on dit tour rapide, c'est-à-dire le tour lancé là, vraiment à fond pour tenter d'inscrire le meilleur temps possible. Ça va nous donner peut-être déjà une indication également de la qualité du revêtement, Bertrand, ou des caractéristiques du revêtement. La piste est à 26 degrés présentement, donc même s'il fait beau, l'humidité baisse toujours et la température de la piste est presque égale à la température ambiante. Mais il y a des zones d'ombrage. On voit là que les cumulus qu'on a au-dessus de la tête font leur travail à certains endroits. En première longue ligne droite, on atteint 320 km/h sous le pont des Îles. Et par la suite, vers le fameux virage en épingle. Vous avez vu ce gradin qu'on a ajouté là à l'intérieur du qu'au champ intérieur, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et ça, c'est assez intéressant pour ceux qui sont assis là. Ils voient le virage en épingle de notre angle. Si Heidfeld nous fait un autre tour, on va essayer de le suivre, vous donner une idée de ce que c'est un tour du circuit. Alors, la ligne droite des puits. Bon, le premier temps de référence. Oui, on atteint 1:23,515. Alors, 305 km/h, on descend 70 dans cet enchaînement, le virage Sénat. Et là, Bertrand, au premier chronométrage intermédiaire, on verra si on fait 2 tours rapides ou un seul. Voilà Jenson Button qui est en piste maintenant. Pendant qu'on a vu Heidfeld faire toutes sortes de fantaisies en fin de semaine, des sorties de piste, des têtes à queue. Button impeccable cette fin de semaine. Aucune erreur. Alors, il apprend à sa mesure. Je ne serais pas étonné qu'on fasse 2 tours rapides. Je regarde les intermédiaires de Heidfeld sur mes écrans. Et le premier intermédiaire semblait dans le ton. Alors, il faudra se méfier peut-être. Comme on a vu Coulthard ce matin. Ben, c'est pour ça, Christian, je me demande si les Bridgestone... on a toutes sortes de surprises cette année sur leur utilisation. Et là, il y en a beaucoup qui disaient, bon, on aurait dû amener encore super tendre. Ouais, mais encore là, est-ce que c'était la bonne approche? Bref, il y a des ingénieurs beaucoup plus compétents que nous qui... Alors voilà, ça y est. Non, alors, et Pierre, oui. Ça y est, on commence avec les ténors. Hakkinen. Bon, et puis Heidfeld est de retour au puits. Donc, j'ai l'impression qu'on aura une séance de qualification standard, messieurs, c'est-à-dire une sortie, un tour. Donc, 4 sorties totales possibles pour les pilotes qui seront là. Alors, Button, par rapport à Heidfeld, en principe, ça devrait être pas mal mieux dès le départ. Ce qui est confirmé par cette avance déjà de près d'1 seconde au premier passage intermédiaire, au premier point de chronométrage. Alors donc, Hakkinen vient de sortir. Pierre, lui, aurait des pneus rodés à l'avant parce que sa voiture souffre d'un léger sous-virage, donc l'avant qui ne veut pas s'inscrire en virage. Il aurait des pneus neufs à l'arrière. Alors voilà la combinaison donc pour Hakkinen. C'est rendu tellement sophistiqué, c'est pas croyable. 1 seconde et demie d'amélioration pour Button au deuxième temps intermédiaire. Et je regardais les lignes, c'est vraiment superbe. Oui. Button, il faut vraiment le connaître de mieux en mieux pour réaliser que ce qu'il fait le vendredi n'est pas révélateur de ce qu'il peut faire en qualification ou en course. Exactement. Et avez-vous sa tête penchée dans la longue ligne droite? C'est pour permettre un maximum d'air, la prise d'air qu'on voit au-dessus de sa tête. Et Ralph fait exactement la même chose. C'est peut-être les deux seuls, il me semble, que j'ai remarqué qui faisait cette petite tactique. Est-ce que Michael Schumacher l'a pas fait ici l'an dernier, le long de la ligne du bassin? Oui, moi, je crois me rappeler que oui, Bertrand. D'ailleurs, tu en avais parlé l'an dernier et tu nous avais bien donné la raison. Alors regardez Pierre encore une fois, regardez avec quelle facilité la McLaren se joue des bordures. Ah ben, c'est incroyable. Nous, on l'a pas, Christian. Malheureusement, on est avec Jenson Button, malheureusement. Alors incessamment... Alors je suis avec Mika là pour l'instant. Ouais. Et là, on y est. Et voilà.
Alors regardez bien. Oh, petite glisse là, mais bien contrôlée. Déjà 6 dixièmes d'amélioration. Et moi, ça m'impressionne. Et je me demande même si c'est pas le vibreur qui leur sert vraiment, parce qu'il passe dessus, mais regardez ça. Incroyable. Christian, je vais vous dire le moment où ça nous a tous frappés. Il y a quelques années, quand Adrian Newey est arrivé, c'était au Grand Prix d'Hockenheim. Quand on voyait au super ralenti de la télé allemande cette voiture-là monter sur les vibreurs d'Hockenheim. Et c'est là qu'on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Et ça avait beaucoup de bon sens. C'est là que McLaren a commencé sa grande remontée. C'était l'année du championnat de Jack. Exactement. Christian, c'est une sortie un peu hâtive pour Hakkinen. Les ténors, d'habitude, sortent beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y aurait des choses à valider sur sa voiture? Ben, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a entendu d'ailleurs Jack Clair l'expliquer aussi, hein, c'est difficile de faire ce panaché. Ouais, une 19.5, là, c'est bien mieux par rapport aux deux autres, mais je pense que c'est pas le temps de la pole. Ça non. Loin de là. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il est sorti plus tôt. Hein. Ben, en fait, l'explication, messieurs, vous deux l'avez peut-être donnée. Hein? Peut-être qu'il veut valider cette combinaison de pneumatiques dont Bertrand parlait et dont Christian parlait aussi. C'est vraiment impressionnant. Moi, hein, ces images, la McLaren sur les vibreurs, c'est incroyable. Ben, hier, moi, ça m'a tellement frappé de voir Coulthard. Le fond plat passe vraiment sur les vibreurs. Ah oui, écoutez, tout à fait. C'est pas tout à fait les 4 roues, mais presque. C'est exact. Hakkinen, on essaie de voir à l'œil. Il semble pas être en pleine vélocité. Hein. Alors, on va faire une pause. Donc, il a pour l'instant le meilleur temps. Mais comme on l'a dit, ça va s'améliorer grandement au cours des prochaines minutes. Donc, restez avec nous, chers amis. Nous serons de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Un cheveu que ça y était. Un des tiens, hein? T'es famé. On a déjà parlé, va nous voir ton médecin. Il existe maintenant toutes sortes de solutions au problème de la perte des cheveux. Tu penses vraiment que ça marche, toi? Ben, ça marche pour moi. J'ai cessé d'en perdre. C'est bien beau tout ça, là. Est-ce que ça les fait repousser? Dans certains cas. Il faudrait que tu ailles voir ton médecin. Je veux bien l'essayer. Dépêche-toi, Marc, avant que ce soit trop tard. Passionnés de Formule 1, courez la chance de gagner un voyage au Grand Prix d'Italie. Gracieuseté de RDS, Voyage Formula Tour et Suissair. Le voyage comprend 6 nuitées à l'hôtel et une paire de billets pour assister au Grand Prix à Monza. Pour participer, complétez la carte postale dans l'agenda RDS Formule 1 2000, disponible en exclusivité chez les détaillants et postes d'essence Canadian Tire. Vous voulez voir les résultats de nos récents exploits en course? Jetez un coup d'œil dans le garage. Honda, le plus grand fabricant de moteurs au monde. Alors, au tableau Renault Dépôt des temps enregistrés jusqu'à maintenant, Mika Hakkinen a le meilleur chrono. Vous voyez les écarts chez les autres. Et là, évidemment, ben ça, c'était il y a quelques secondes parce que déjà, ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'actions. Regardez Ralf Schumacher, il y a quelques instants. Et voilà! Vol plané! 2 fois. Il a perdu un petit morceau. Ah, avec oui, lui. Ouais, il y a une pièce qui s'est envolée de sa voiture. Regardez, là! Oh! C'est pas bon pour le dos, ça. Et ni pour les faux founes. Et regardez ce que Bertrand nous disait plus tôt. Regardez la tête qui est penchée, complètement rentrée dans le cockpit pour laisser entrer l'air de façon parfaite vers l'entrée d'air. On revient avec Coulthard. Son premier tour rapide de la séance. Oh, ça semble bon pour Coulthard. Meilleur temps
dans les bas 1,19. On vient de retrancher 4 dixièmes et regardez comment on est heureux dans le clan de David Coulthard. Et pas le temps de dire Michael Schumacher s'amène en piste. Ah ben là, les choses sérieuses sont vraiment bien lancées. Et Christian, est-ce que vous êtes du côté de chez Jacques? Non, là je suis carrément chez McLaren à côté de notre ami Didier Cotton. Alors donc vous assistez là chez McLaren à un autre succès de David Coulthard. Ah oui, tout à fait. Hein. Et comme l'on disait depuis le début de semaine, c'est un tout nouveau pilote que l'on découvre là. Hein. Oui. Vraiment là, c'est vraiment fantastique. Hein. Quelle histoire. C'est presque une histoire de cinéma. Ah, tout à fait. Qui est celle-là. Alors vous avez vu ce que l'on disait en début de semaine, cet endroit qui avait été modifié. Attention à ce que j'appelais les grosses saucisses là. Eh oui. Et on vient d'en faire l'expérience. Et c'est peut-être pas étonnant de voir que Ralph soit celui qui l'a le plus expérimenté jusqu'à maintenant. Oui. Rappelez-vous ses mauvaises habitudes ou ses bonnes selon l'angle au virage 1, au virage 2 lors des départs du Grand Prix. Jacques s'amène en piste. Ça y est, il sort. Voilà. Et Coulthard, lui, ramène la voiture à bon port, évidemment. Le travail est fait. Hakkinen, lui, était passé à la pesée tout à l'heure. Alors là, pour vous mettre dans le coup, Wurz est 3e derrière Coulthard et Hakkinen. De la Rosa, allez-y. Button, Zonta, Ralf Schumacher, Pedro Diniz et Nick Heidfeld dans l'ordre. Voilà Michael Schumacher. Alors, quand il va s'amener à la ligne de départ-arrivée, eh ben, ce sera le lancement du tour officiel. Jean Alesi vient de faire le 5e temps, messieurs. Et voilà, et Barrichello du coin de l'œil s'amène également. Voilà, c'est parti, temps chrono pour Michael Schumacher. Et on voit que quand la Ferrari va sur les vibreurs, c'est moins docile. Mais ça, Schumacher n'en fait pas trop de cas habituellement. Il se rattrape ailleurs. Oui. Verstappen vient de faire le 3e temps au passage. Alors, voyons voir. Le temps intermédiaire sera révélateur. Regardez comme ça va. Oh oui, c'est habituellement, c'est rare chez Ferrari. Là, petite erreur là aussi. C'est rare chez Ferrari habituellement. Ah ben regarde, on se tasse là parce que Alesi vient de faire son tour rapide, Christian. Exact. Sauf que, bon, est-ce que ça l'aura pénalisé? On va voir au 2e chrono. Le temps intermédiaire de Coulthard est 49,017. Qu'est-ce que ça va donner à l'arrivée à l'épingle? Oh, écoutez, c'est bon, encore 1 dixième d'amélioration. Il y a une voiture qui est devant, mais elle ne semble pas le menacer là, à court terme. Peut-être juste au bout. On verra. Est-ce qu'il aura le temps d'arriver dessus? Je ne pense pas. Regardez. Ça va être chaud là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire cette voiture? C'est physique. Elle a lui aussi dans un tour rapide. Eh oui. Alors, est-ce que ça va gêner Schumacher? Non, jusqu'à maintenant, ça va. Et là, à la ligne droite, c'est à l'accélération. Attendons voir. Est-ce qu'il y a même un petit peu d'aspiration qui peut l'aider? 2e temps. Alors voilà, ça lui a peut-être... une voiture dans le bac à gravier. Oui, ça semble être une Minardi. Si oui, une Minardi, oui. Une couleur. Oui, c'est Mazzacane, Gaston Mazzacane, qui n'est pas blessé. C'est ce qu'il vient de signaler au personnel d'intervention. Il a tapé parce que les 2 roues avant ne regardent pas dans la bonne direction. Là, c'est... Une sorte de strabisme. Problème de frein, certainement. Ah non, il a échappé avant. Il l'a échappé avant. Oh, il a tapé fort. Ah oui, vous avez vu ça à la reprise. On aura peut-être l'occasion de voir également. Mais là, pour l'instant, nous, on aperçoit Jacques. Il s'amène le long de la ligne droite. Je ne pense pas que son chrono soit révélateur. Il semble ralentir, là. Il revient au puits. Donc, Jacques a choisi d'avorter. Vous savez pourquoi? C'est pas un drapeau jaune qu'il y a au bout? Est-ce qu'on va donner un jaune oui, le temps qu'on dégage la voiture, oui. Beau réflexe chez BAR. Oui, mais il aurait passé la ligne d'arrivée avant. Ah non, mais voilà l'explication. Ah oui. Voilà l'explication. Wow! Mais Bertrand, c'était pas son tour rapide, d'après moi. Mais ça, c'était au premier virage. D'après moi, c'était au début de son tour rapide, ça. C'est roues bloquées. Alors, il s'est rendu compte tout de suite que ça ne donnait rien. Il est revenu au puits. OK. Alors, est-ce qu'on va... on le crédite de 2 tours, c'est ça. Donc, tu as raison. Il vient de sauver un tour complet, là. Et ça, c'est très important. Oui. Alors, Coulthard, Schumacher, Barrichello maintenant, 3e temps. Et Barrichello est encore collé à Schumacher. À peine, 2 dixièmes qui les séparent. C'est un petit peu plus, mais ça risque de s'améliorer d'ici la fin. Johnny Herbert maintenant, 5e. Alors, Coulthard, Schumacher, Barrichello, Hakkinen, Herbert.
Frentzen qui était devancé par Villeneuve ce matin. C'était peut-être sa pire menace pour s'insérer devant la BR. Alors qu'Eddie Irvine, lui aussi, est en piste. Et 4 dixièmes pour Frentzen, c'est énorme. Au deuxième temps intermédiaire, là, ça va pas du tout. On peut vous dire qu'on a dégagé Minardi, alors on peut y aller à fond dans le virage numéro 1. Bravo. Belle ligne hein, de Frentzen. Oh, léger dérapage, mais tout juste. Très belle ligne de course dans les S. Et c'est là qu'il a gagné du temps. Il fait quand même le 5e temps, là, Frentzen. Alors, c'est pas si mal. Donc, Frentzen devance maintenant Johnny Herbert. Fisichella, 6e temps. Il vient de passer devant nous. Et Barrichello, je pense que c'est le tour où il ramène la voiture à la maison, là, parce qu'il a déjà fait son tour rapide. Alors, Frentzen, Fisichella et Herbert qui sont en piste. Barrichello, donc, 3e temps, 1:19, 512. Le temps de 1:19, 128. Et celui qui a été réussi par David Coulthard. On va attendre le passage d'Irvine. C'est son tour rapide. Dès qu'il l'aura fait, nous irons à la pause. Oh, qui était près du Tout mur. près du mur, en effet. Alors voilà, Irvine va faire le 12e temps. On s'en va tout de suite à la pause parce que dans quelques instants, on assistera au 2e lancement de Mika Hakkinen. À tout de suite. Découvrez l'Australie. Dentiste. Bière. Foster's, la bière d'Australie. Maintenant, avec l'option soir et week-end illimité, je peux jouer à mon goût avec mon Fido. Faire ski limité, ça veut dire que je peux parler tant que je veux, chaque soir, chaque fin de semaine. Mettons qu'à partir de là, j'ai tout mon temps pour m'amuser. OK, Fido, va chercher. Fido! 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 Soir et week-end illimité et appareil Nokia seulement 50 $. C'est le temps d'en profiter. Les qualifications sont commencées. Vous avez jusqu'au 21 juin pour vous procurer le coupé Civic GPF1 ou tout autre modèle Honda édition spéciale. Coupé Civic et Civic Hatchback, berline Civic, berline Accord et CRV. Vous pourriez gagner votre achat. Voyez tous les détails chez votre concessionnaire Honda du Québec. Wow! C'est bien plus grand que je pensais. Ouais. Puis tu veux qu'on en pose combien de lumière? À grandeur. À grandeur? C'est combien, ça? C'est beaucoup. Puis pas juste des néons. Ben voyons. Vous avez besoin d'un gros choix de luminaires? Ben ici, chez Renault Dépôt, vous trouverez en stock le plus grand choix de type, de style et de marque de luminaires. Et toujours à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Découvrez l'Australie. Hold up. Bière. Foster's, la bière d'Australie. Voilà le tableau Renault Dépôt des positions jusqu'à maintenant. C'est David Coulthard qui a le meilleur temps, mais ça risque de changer. Mika Hakkinen est sur un tour extrêmement rapide. Allons-y tout de suite. Il a une demi-seconde d'avance à l'épingle. Eh oui, mais Pierre, il est en train de malheureusement tout perdre à l'épingle. Il a pris trop large, bloqué les roues à l'entrée. Alors, quand on dit à l'épingle, évidemment, c'est à la portion rapide, à l'entrée du virage. Exactement. C'est là où est la cellule de chronométrage. Voyons voir ce que ça va donner. S'il négocie le virage dans les 1:12, c'est pas mauvais. C'est ce qu'il a fait. On a touché légèrement la bande gazonnée. Ça semble bon. Premier temps, 1:18,985. Et Mme Berger est contente. Et Jacques commence son tour rapide maintenant. Alors, Jacques Villeneuve vient de passer devant nous. Son tour rapide est lancé. Hakkinen, lui, va ramener la voiture à la ligne des puits.
David Coulthard, lui, vient de quitter la ligne des puits. Voilà Jacques Villeneuve. Le temps de référence de Mika Hakkinen apparaît à la gauche. L'écart est d'1 seconde à cet endroit. Pas très probant, hein? C'est le moins qu'on puisse dire, messieurs. Oui. Mais très bonne sortie de l'épingle. Voyons voir s'il pourra rattraper un peu de temps. Oh là là, il y a 3 voitures, 2 voitures, je pense. Ben là, Hakkinen va rentrer, l'autre... Aïe, 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 c'est ruiné, c'est ruiné. Ah, oui, c'est sûr. Aïe, aïe, il a dû lever le pied. Il n'a pas freiné, il a dû lever le pied. Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est raté, c'est le 8e temps. Hakkinen a mis beaucoup de temps à rentrer. Évidemment, il faut préparer le respect de la limite de vitesse et tout ça. Mais bon, très mauvaise coïncidence. Alors Pierre, j'en profite, si vous le permettez, j'ai qu'à côté de moi, je pense, le meilleur analyste que moi-même. Je vais parler évidemment d'Olivier Panis. Dites-moi Olivier, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon jusqu'à maintenant sur cette première partie? Je crois que c'est que les pilotes viennent de faire un premier run pour voir comment ça se passait, comment était la piste. Donc maintenant Mika est ressorti bien sûr en cherchant comment se situer le niveau de grip et a fait un tour rapide et a pris la pole position. Mais je pense que David aussi est très bien depuis tout le week-end, donc ça va se battre très fortement entre tous les deux, mais il ne faut pas oublier aussi les 2 pilotes Ferrari qui aussi vont pas donner leur part aux chiens. Je pense que ça va être une grande bagarre durant la qualification. Et surveillons très intéressante pour tout le monde, mais pour l'instant c'est un peu tôt pour voir vraiment la grille au complet. Oh, meilleur temps Coulthard, voilà. Christian et Olivier. Oui, Olivier, voilà, Coulthard, vous le disiez. Oui, David a fait un très bon travail durant le week-end, il est très en confiance. Il vient de gagner Monaco, je crois que les 2 pilotes vont bien s'amuser pendant la qualification et ça c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Alors attention à la Ferrari là aussi maintenant. Oui, alors Michael Schumacher et Rubens Barrichello sont en piste. Et là Jacques vient de faire le 7e temps, messieurs. Alors il a fait 2 tours rapides. Il nous a joué le coup. Ben oui, il a fait 2 tours rapides. Ah ben tu parles. Ben il faut dire qu'il devait être assez furieux, merci. Hein. Ah ben 1:20.221, le 7e temps. Schumacher, meilleur temps par 14 millièmes. Ah, ça va jouer très dur jusqu'à la fin, là, Olivier. Oui, parce que là, sur le premier partiel, Michael est un peu en avance. Maintenant, il faut voir le 2e et le 3e, parce que tout à l'heure, c'était la même chose, mais il a perdu un peu dans les 2 derniers. Donc, il faut voir s'il peut améliorer maintenant. Mais c'est vrai que de toute façon, ça va être très serré entre les McLaren et les Ferrari, mais je crois que McLaren a un petit avantage ici. Et là, il y a Barrichello qui est devant lui, mais je pense qu'on va le laisser passer, hein, oui. Bon, ben là, je pense qu'il ferait bien ne pas se bloquer tous les deux, là. Hein. Il l'a passé au bon endroit, en plus. Et Barrichello, lui, par la suite, sera en mesure de lancer son tour rapide. Voyons voir Schumacher. La référence, là, la sortie du virage, c'est vraiment 1:12 à peu près. Oui, exact, oui. C'est là, c'est dans le coup. Évidemment, la qualité de la sortie donne cette accélération vers la ligne de départ arrivée. Attention, ce sera meilleur. Non, 2e temps par 14 millièmes. Ah, et tu parles d'une séance spectaculaire. Olivier, ici, sur ce circuit, apparemment, le plus difficile, c'était de trouver les bons pneus, c'est-à-dire faire un panaché quelque part, non? C'est ce que tout le monde a cherché depuis le début. Honnêtement, il y a une sortie de route. Oui, c'est Verstappen qui a tapé le rail. Il semble avoir une... C'est vrai que le choix de pneus n'est pas très difficile, mais je pense que les pneus qu'a amené Bridgestone est un peu dur pour ici. Donc tout le monde a essayé de trouver un équilibre, de faire un panaché entre les pneus. C'est difficile de dire ce qu'on a choisi, mais c'est vrai que pour tout le monde, ça a été le plus gros problème aujourd'hui de trouver un bon choix et un compromis. Eh bien là, messieurs, simplement drapeau rouge pour vous dire qu'on arrête la séance. C'est que la voiture de Verstappen dont vous avez parlé, Christian et Olivier, est vraiment obstrue, vraiment de façon dangereuse la piste. Et tout ce beau rythme là auquel on assistait, tout d'un coup vient de s'estomper. Bien voilà peut-être une question à poser à Olivier. Comment gère-t-on une pause dans l'action au moment où on est dans le programme de progression, Christian? Oui, alors je me fais le porte-parole de nos amis en studio. Comment on peut gérer justement cette pause maintenant, Olivier? Ah ben comment on peut la gérer? Bon, un coup en attendant, non je rigole. Je crois qu'on peut la gérer, on en profite pour regarder un peu mieux les analyses mesures, pour voir ce qu'on peut améliorer parce qu'on a un peu plus de temps et d'essayer de bien comprendre
vraiment tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être encore plus performant pour les runs à venir. Alors, le meilleur temps pour l'instant est celui de David Coulthard, Michael Schumacher, 14 millième. Hakkinen est là. Et regardez celui qui s'était faufilé, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout suivre. Heinz-Harald Frentzen, à 6 dixièmes et demi, là seulement. Et il s'est faufilé devant Barrichello. Alors ça, c'est pas banal quand même. C'est vraiment dans la dernière section. Il me semble que Coulthard a été le plus rapide. Hein. C'est là, parce que... Michael avait 4 millièmes d'avance et finalement, il a 4 millièmes de retard. Donc, c'est vraiment dans cette dernière section de piste là que ça s'est joué. Bon, écoutez, officiellement, il reste 21 minutes 2 secondes à cette séance de qualification. On va remorquer la voiture de Jos Verstappen. On va relancer l'épreuve et nous, c'est le moment idéal pour faire une pause publicitaire. Et on vivra à la fin, sans interruption, cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada à l'antenne de RDS. À tout de suite. À la fête des pères, imaginez sa joie quand il s'éveillera à la sensation du Mach 3 de Gillette. Offrez-lui ce qu'il y a de mieux. Le premier rasoir à 3 lames, un rasage qu'il n'oubliera jamais. Mach 3 de Gillette. Cet automne, laissez-nous vous raconter la plus belle des histoires. Pour la première fois de son histoire, RDS se joint à la grande aventure olympique. Des compétitions présentées du début à la fin, des premières chamades du cœur à l'extase du podium. Les Jeux olympiques de Sydney, cet automne à RDS. Maniaque de la vitesse et fou du volant, pour un temps limité, obtenez gratuitement le service Internet Sympathico édition haute vitesse de Bell. Et sur demande, le jeu Monaco Grand Prix 2 sur CD-ROM. Dépêchez-vous, les quantités sont limitées. Vous voulez voir les résultats de nos récents exploits en course? Jetez un coup d'œil dans le garage. Honda, le plus grand fabricant de moteurs au monde. À la fête des pères, imaginez sa joie quand il s'éveillera à la sensation du Mach 3 de Gillette. Offrez-lui ce qu'il y a de mieux. Le premier rasoir à 3 lames, un rasage qu'il n'oubliera jamais. Mach 3 de Gillette. Alors voici le tableau Renault Dépôt. David Coulthard revient encore là où il a été tout le week-end. C'est-à-dire en première position, 1:18.826. Donc Bertrand avait raison de nous dire que les temps de ce matin et les temps de la pole allaient être très semblables. On y arrive. Peut-être encore quelques dixièmes de flexibilité. Là, Michael Schumacher à 14 millièmes d'écart et Mika Hakkinen par la suite. Revoilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi la séance est arrêtée. Jos Verstappen qui a frappé le muret, a frappé les rails et le dommage à la suspension est très évident. Donc la voiture a dû s'arrêter. Il y a des débris sur la piste qu'on va bien sûr nettoyer. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de grue à cet endroit. On le voit donc les résultats. Il faut aller chercher la voiture. Il faut même s'asseoir sur le museau pour balancer le poids du moteur à l'arrière. Au moins, c'est une bonne intervention, celle-là, parce qu'avant, tu te rappelles, on voit à différents endroits des voitures qui basculent et qui tanguent. Alors, bravo encore aux équipes d'intervention de Montréal. Je pense qu'on fait les choses, ceci dit, sans chauvinisme, de façon extrêmement professionnelle. Et 21 minutes. C'est reparti. Tiens, on voit le chrono qui est en marche maintenant. Donc, la séance est officiellement relancée. Et tout le monde peut faire encore 2 sorties. Si je regarde, là, tout le monde a fait 6 tours au total. 6 ou 5, là, selon le contexte. Il y en a un qui en a fait 7, c'est Jean Alési. Ouais. Alors, un tour pour sortir, un tour rapide et un tour pour revenir au puits. Ça fait 3 x 2, 6 et aussi un maximum de 12 tours. Voilà. Et dans le cas d'un pilote comme Alési, par exemple, qui a 5 tours seulement à sa disposition, il ne peut faire qu'une sortie. Donc, il ne serait pas étonnant de voir tenter 2, peut-être même 3 tours rapides si
Si les pneus le permettent, c'est pas sur les rendis là. Ou Kylian, à la toute fin, il traverse la ligne d'arrivée. Bon, c'est vrai, Bertrand, parce que le dernier tour compterait pas. C'est vrai, t'as raison. Pour voir le drapeau à damier, j'avais pas pensé. Mais c'est peut-être un petit truc qu'on pourrait essayer. Ouais. Très perspicace. Mais est-ce qu'il va oser faire ça alors que tout risque de se décider dans les derniers instants? Oui, on verra. Ben là, tout le monde sort. Il y en a pas mal. La Trulli vient de passer devant nous. Il y a Herbert, il y a Salo, il y a Irvine, il y a Zonta. Il y a Pachum parce que je viens de le voir partir à la course. Je pense qu'il est allé au petit coin. Arrive, ça. Écoutez, c'est pas parce qu'on est en séance de qualification que la nature s'arrête complètement quand même. Et il n'avait pas l'air très heureux ni très déçu de sa voiture. Il semblait dire à ses ingénieurs, pas si pire. Écoutez, 14 millième, c'est le deuxième temps, mais en même temps, c'est le deuxième temps. C'est si près du premier. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu embêtant de porter un jugement très direct. Là, on a vu Jackie Stewart à droite de l'écran, toujours présent, même s'il a vendu son écurie à Ford, qui a décidé de la rebaptiser Jaguar. Et c'est une Jaguar qu'on voit en piste. Et Herbert il va donc du lancement de son tour rapide. Moi, je vois du coin de l'œil Barrichello qui s'amène sur le circuit. C'est Irvine, pardon. Qui s'amène sur le circuit. C'est décevant pour l'instant. Un 15e Irvine, un 10e Herbert. On semble vraiment perdu. Je pense que c'est le bon terme chez Stewart, chez Jaguar. On a changé de directeur technique, ça semble pas très heureux. Et on pense même rapatrier l'ancien directeur technique qui était Alan Jenkins, qui est allé chez Prost, il s'est fait médard. Parce qu'on dit que quand on s'en est débarrassé chez Stewart, n'était pas très heureux. Tout le personnel autour n'était pas très heureux parce qu'il aimait bien travailler avec Alan Jenkins. On dit que Ford n'était pas très heureux d'ailleurs, que chez Stewart, on s'en soit débarrassé. Alors, c'est tous ces brassements internes là, qui peuvent affecter une écurie. On l'a vu chez BAR dans le passé. Il faut parler aussi de la maladie de Paul Stewart, Bertrand, parce que le vrai leader de l'écurie, c'était Paul Stewart. Qui n'était pas juste le fils de Jackie. Là. Il avait fait ses classes et c'était devenu une très belle opération. On les avait vus en Eurosérie, en Formule 3, en Formule 3000. Et Paul Stewart est atteint d'un cancer, il faut le rappeler, subit des traitements. Et Irvine lui revient au puits, a même choisi d'avorter complètement. Alors Hakkinen vient de passer la ligne de départ-arrivée. Ce sera donc le tour lancé pour Hakkinen. Alors qu'on voit Herbert qui revient vers la ligne de départ-arrivée. Qui pour l'instant est 10e et revient au puits. Alors donc, on devrait apercevoir Mika Hakkinen incessamment. Hakkinen qui est sur un tour rapide présentement. Et Coulthard vient également de s'amener en piste. Alors pour l'instant, il y a un pilote qui est en dehors des normes du 107%. C'est Gaston Massacane. Bon, alors celui-là, c'est Barrichello. C'est l'une des deux Ferrari qui est en piste. Barrichello avec 40 millièmes d'écart. Mais auparavant, il y a Mika Hakkinen. Donc il y a les deux là qu'il faut surveiller en même temps. Qui revient vers les S avant la ligne de départ arrivée, avant la ligne des puits. Barrichello, voyons voir, va faire une 18-9, donc il garde... de 5e à 3e. C'est ça, effectivement. Et Hakkinen, lui, auparavant, n'avait pas amélioré. Exact. Et Coulthard vient de lancer également son tour rapide. Quand on dit que tout arrive en même temps, et voilà, on roule à bord de la voiture de Coulthard. Voilà le fameux virage Jabouille. Hein, oui, virage numéro 3. La sortie, c'est là où Verstappen vient de taper. Très bien fait. Très bon jusque-là. 109 millièmes d'écart par rapport à son meilleur temps. Peut-être une légère hésitation devant le pavillon, l'ancien pavillon du Canada. Oui, long, la ligne droite qui amène vers le pont des îles. Freinage. On négocie la chicane. Et on s'en va vers l'épingle. Ouais, c'est là que Coulthard a été très rapide. L'épingle et les S avant les puits.
Oh, pas tout à fait. 138 millièmes. Et là, soudainement, il y a une voiture qui se pointe devant lui. Est-ce que ça va peut-être l'embêter? Il y a 138 millièmes. Est-ce qu'il peut choisir de revenir? Ah ben non, parce que ça lui fait déjà 8 tours. Alors là, à 4 tours résiduels, ça ne l'aide pas. Et voilà, on y va. On négocie. C'est un léger repli, je pense. Mais attendons quand même jusqu'à la toute fin en vitesse de pointe. Ah ben par 50 millièmes, c'est pas beaucoup quand même. Alors toujours le meilleur temps à David Coulthard, Schumacher, Barrichello, Hakkinen, Frentzen, Trulli, Fisichella, Verstappen, Villeneuve et Wurz. Voilà les 10 premiers. Parmi les déceptions maintenant, Ralf Schumacher 12e, Jenson Button 16e et Eddie Irvine 18e. Et pour Gaston Massakane, il commence à y avoir de la pression. Massakane n'a pas fait les 107%, la norme de 107%. Peut-être l'expliquer, Bertrand, pour ceux qui n'y sont pas familiers. Oui, alors il faut réaliser un temps qui n'est pas au-dessus de 107% du meilleur chrono. Massakane, évidemment, est sorti de piste très tôt, alors ceci expliquant cela dans son cas. Bon, est-ce qu'on pourrait... évidemment, les écuries peuvent faire appel à cette norme, peuvent invoquer des circonstances... comment dire, pas atténuantes, mais peuvent invoquer différentes circonstances pour quand même demander au commissaire une participation au Grand Prix. Et on est assez souple, hein, je pense, en général, Bertrand, avec cette norme, et avec raison, d'ailleurs. Parce que Massakane a prouvé qu'il peut rouler quand même, tout comme Marc Genet. Ce qu'on voulait éviter, c'était les... comment il s'appelait là? Les Andrea Moda, etc. Et le Lola. Les Forti de ce monde. Et Lola qu'on n'avait pas vu, là. Oui, Christian? Non, non, j'étais en train de regarder comme vous, là, mais ça va jouer du coude parce que tout le monde sort en même temps comme d'habitude. Voilà, encore une fois. Et c'est pas un circuit qui est très long ici, et c'est assez exigu quand même. En fait, c'est assez étroit, donc il n'y aura pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Et j'espère que Jacques va pas me faire mentir, là. Et là, pendant que Ralf fait en piste, il y a aussi Michael qui roule assez rapidement, semble-t-il. Alors, on va vous tenir au courant. Oui, absolument. 13 minutes. Bon, Schumacher, nous dit-on, est en train d'obtenir tous les meilleurs chronos, là. Il améliore, effectivement. Ouais. Non, Ralf n'est pas du tout dans le coup, ça, c'est bien évident. Et Michael Schumacher, lui, s'amène maintenant. Je suis dans son baquet. Ouais. Michael Schumacher, meilleur temps, pole position, 1:18.5. On s'excuse si on n'a pas pu le voir à l'écran, mais on doit quand même vous tenir au courant de ce qui vient de se passer. C'était vraiment un tour parfait, rien à dire. Du grand art. Et là, on nous rapporte... un accident. Non, on nous rapporte, je pense que c'est un moteur sauté. Oui, chez Alési. Chez Jean Alési, voilà, on l'aperçoit. Oui. Alors c'est... Vraiment dommage encore. Oui, c'est vraiment dommage, sauf que je me demande là, si la piste ne se retrouvera pas un peu glissante. C'est pas dans la ligne de course, c'est ça. Il était hors trajectoire, alors il a même rangé lui-même sa voiture. Ça fait 2 moteurs depuis ce matin. Bon, alors ça, c'est Michael Schumacher, probablement qui revient à la maison. Alors, n'attendez pas un exploit avec cette présence-là. Il l'a fait, son exploit. Il a réussi la pole position, 1:18.546. Et là, ben, il reste 11 minutes 25 à Coulthard, à Hakkinen, à Barrichello de chercher à revenir. Ah, il n'y a rien qui est impossible, hein. Ben, Michael pourra revenir aussi. Hein. Il a fait 9 tours, là. Oui, absolument. Ah oui, oui, il y a encore du temps pour une dernière sortie, il n'y a pas de doute. Jacques Villeneuve, lui, n'a fait que 6 tours. Ouais. Villeneuve peut faire 2 sorties complètes. Sauf que, moi, ce qui me... Ah ben tiens, il arrive. Il est là, oui. Il arrive, là. Il passe devant nous. Alors là, ça bouge un petit peu, un peu plus loin. La Trulli est maintenant 6e. Fisichella 7e. Herbert a remonté au 8e rang. Verstappen est toujours derrière. Voilà cette fameuse longue ligne droite du bassin.
Herbert qui revient au puits. Il y a également Salo qui est en piste. Eddie Irvine aussi. Irvine qui est en piste, en effet, Christian, tout comme Fisichella. Mais Fisichella, je pense que le tour rapide est déjà fait. Donc, oui. Il est en 7e position présentement. Alors, 10 minutes à faire et dans quelques instants, Jacques Villeneuve va effectuer sa 3e tentative. Espérons qu'il sort au bon moment, surtout. En fait, ce sera sa première tentative parce que la première fois, il y avait eu cet incident là, qui l'avait un peu embêté. Il avait légèrement perdu le contrôle au départ. Il avait choisi d'avorter finalement cette tentative-là. Donc, ce sera sa vraie 2e. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il s'amène avec la circulation. Est-ce que les autres sont rentrés au puits? On verra. Et voilà, Villeneuve donc s'est lancé pendant qu'on aperçoit Irvine à la fin de son travail. Irvine qui n'est que 16e. Eh bien, moi, Pierre, je suis dans la voiture de Jacques, là, actuellement. Oh là là. Pas nous. Ouais, voilà, Ça nous rentre y bien. sommes, là, maintenant. Voilà. L'écart est d'une demi-seconde. L'important, c'est de garder cet écart parce que s'il accentue aux 3 autres portions, ça semble difficile. Ça semble laborieux de garder la voiture bien stable. Oui. Hein. Alors, le 2e temps intermédiaire va nous en dire beaucoup sur la qualité de cet essai. Jacques utilise toute la piste, tous les centimètres qui sont disponibles. Ultra rapide, 8 dixièmes. Bon, là, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais, il avait plus d'une seconde lors de la dernière tentative. Voyons voir maintenant dans la dernière portion. Évidemment, la dernière portion, en vitesse pure, ça va. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de bien négocier les S. Et là, ce qui va peut-être le fouetter, messieurs, Zonta vient de faire le 7e temps. Eh oui. Alors, Zonta est à la place que Jacques veut occuper. Très bonne ligne de course à la sortie. Superbe sortie. Superbe sortie, superbe entrée également. Attention, ce sera 7e temps. Alors là, il vient de reculer Zonta d'une toute petite position. Mais ça, c'est la qualité des S et de la sortie au virage Québec, celui qui le hantait, qui lui a permis de gagner ce petit 10e, je pense. Tout à fait. Est-ce qu'il fait un autre tour rapide, messieurs? Mais c'est pas mal, hein, les deux sont là. Hein. 7 et 8, c'est... Ah, mais 7 et 8, c'est très bon pour le moral. C'est impressionnant, en effet. Zonta qui a été accablé, il faut le rappeler. Hein. Hier, boîte de vitesse. Ce matin, boîte de vitesse aussi. Ouais. Alors, il y a Trulli maintenant. Écoutez, Trulli et Villeneuve, il n'y a qu'un petit 10e, là, à peu près, d'écart entre les deux. Ouais. Pas beaucoup, hein? Et ça ne change toujours pas à l'avant. Les 5 premiers ne sont pas sur la piste présentement. Évidemment, on attend à la toute fin pour faire le dernier tour ultime en Bertrand. Oui, et chez Hakkinen, on travaille beaucoup sur la voiture, se plaindrait de survirage. D'habitude, jusqu'ici, les gens se plaignaient de sous-virage. De survirage, ça, c'est derrière qui tend à décrocher. Là, Bertrand, je surveille du coin de l'œil parce qu'il avait fait 2 tours rapides précédemment. Jacques, il en fait un autre. Alors, il nous refait le même coup. Surveillons le chrono. On n'a pas les écarts, malheureusement. Je vais surveiller à l'écran pour vous. Il est 6e maintenant. 1,19,544. Et il est passé devant Trulli. Eh bien, il va peut-être en faire un 3e parce que... Oui. Il est à 10. Autant continuer y aller pour le tout pour le tout. On a déjà... Et d'ailleurs, on regarde son rythme, il essaie des bordures. Est-ce qu'il va vraiment poursuivre au même rythme? Et on a déjà été sévère peut-être un peu envers BAR et les stratégies, tout ça. Mais là, on avait bien calculé celle-là. Et Jacques, je pense, avait peut-être déjà ça en tête, là. Ou peut-être a-t-il découvert au cours de la séance? Non. Non, je pense qu'à l'œil, c'est assez évident maintenant. Bon, en tout cas, l'objectif est atteint à cette étape. Le problème, c'est que là, on ne peut plus retourner. Là, il faut vraiment espérer qu'une 19,5, il faut espérer que ce soit suffisant pour faire le top 6. On verra. Parce que celui qu'on veut surveiller, bien sûr, maintenant, c'est Trulli. Trulli qui a été délogé par Jacques et qui est maintenant 6e. Mais moi, je me méfie encore de Fisichella. Hein. Ah oui, Fisichella, vous avez raison. Encore se méfier, toujours.
Ralph est toujours 12e. Hein? Eh bien, Jacques reste en piste. Il va peut-être se relancer pour un dernier tour rapide. Pourquoi pas? Exact. Bien annoncé, Bertrand. Bien annoncé. Jacques essaie un dernier tour rapide. Pourquoi pas? Ce sera son 12e et dernier tour. Ouais. C'est le temps de tout prendre, là. Voilà Trulli qui s'amène avec 5 minutes à faire. Ben oui, on veut voir le temps de Trulli. Ce n'est pas suffisant. Trulli reste en 7e place pour l'instant. Alors quand Villeneuve reviendra, il aura complété les 12 tours qui lui sont permis. Oh, ce qu'il est sorti là, je trouve. À peu près la même chose que Heidfeld qui a perdu le contrôle de sa voiture plus tôt. Plutôt aujourd'hui, il faudrait dire. Plutôt aujourd'hui, oui, exactement, et non pas en séance. C'est ce que tu voulais dire, Bertrand. Et tous les gros canons sont toujours dans les garages. On a encore une petite fenêtre d'attente. À 7 dixièmes de Schumacher, mais par rapport à Villeneuve, il faudra surveiller là, si ça peut l'amener. Et Villeneuve, non, il n'a pas réussi, Bertrand. Remarquez que c'était assez ambitieux, je pense, que d'améliorer ce 12e et dernier tour. Alors pour l'instant, 1:19,544. Surveillons Trulli. C'est vraiment l'adversaire principal pour l'instant de la 6e place que visait Jacques Villeneuve. 7e, hein, mais non, il n'a pas réussi à gagner à la toute fin. Alors Trulli, c'est terminé, hein, les 12 tours sont faits pour lui également. Donc il n'a pas l'option d'en faire un deuxième tour lancé. Et là, on se demande, il y a Fisichella, Christian, vous avez raison. Vous aviez raison de mentionner précédemment, il y a toujours Fisichella là, qui peut s'amener. Envoyer les cartes, oui. Oui, Herbert aussi peut-être, à qui il reste un tour complet, un tour rapide complet à faire. Herbert est 10e pour l'instant, Fisichella 9e. Et là, de retrouver Villeneuve et Zonta 6 et 8, là, pour l'instant, c'est tout un résultat d'équipe en plus. Toute une belle performance, oui. Et il y a une McLaren qui va sortir, c'est David Coulthard. Et Barrichello, lui aussi, est en piste. Alors voilà donc, avec 2,43 à faire, là, les gros canons sortent. Schumacher est passé devant nous rappelant qu'il ne lui reste qu'un tour rapide à lui aussi. C'est Trulli qui revenait au puits, qui a laissé le passage. Barrichello. Et voilà, c'est parti maintenant pour Rubens Barrichello. Et là, 2 minutes exactement à faire. Maintenant, ils sont tous là en piste. Le premier en séquence est Barrichello. Le temps de Schumacher au premier point intermédiaire apparaît à votre écran. C'est 162 millièmes d'écart. Barrichello pourra-t-il regagner du temps? Oh, il a Schumacher devant lui. Il va nettement lui laisser le passage, comme vous le voyez. Parce que Schumacher, lui, c'est son premier tour en dehors des puits, à la sortie des puits. Qu'est-ce que ça donne? 122 millièmes d'écart. Et il a une Benetton à surveiller devant. Ralf Schumacher vient de faire le 11e temps. Alors, de plus en plus, la 6e place de Jacques semble bien assurée. Il faut surveiller peut-être Fisichella. Celui qui est devant Barrichello, c'est Vaux, si j'ai bien vu. Oui. Voilà Barrichello, donc, où sera-t-il définitivement? Barrichello sera 2e à 255 millièmes. Alors, pour l'instant, ce sont Ferrari 1 et 2, Schumacher et Barrichello. Mais attention à Coulthard et Hakkinen qui sont là également. Oui. Voilà Coulthard, attention, ça c'est son tour rapide.
Coulthard au temps intermédiaire, 227 millièmes d'écart, mais on sait qu'il est très rapide dans la dernière portion. Et là, voilà, c'est reparti. La sortie d'épingle, ça semblait bon? Ça semblait peut-être un peu plus lent que la dernière fois. Voyons voir là où il avait été formidable, c'était à la négociation des Aces. Voilà, vers la chicane maintenant. Et voilà, sur les vibreurs, bonne sortie, collée sur le mur Québec. Excellent ça. Qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne droite? Ça va donner le meilleur temps, 9 millièmes. Vous l'entendez, Pierre, derrière moi? Oh, 9 millièmes. Et attendons les autres maintenant. Eh oui. Parce que Mika Hakkinen s'amène maintenant. Hakkinen est là. Et qui va se garder, bien sûr, le mot final? Le grand Schumacher. Que fera Hakkinen? Ce sera trop tard. 682 millièmes. Et ça en dit long sur l'état actuel des choses chez McLaren. Surveillons maintenant Michael Schumacher qui s'amène. Non, ça c'est Barrichello. Oublions ça. Schumacher passe devant moi. Et ce sera... Oh, position, une 18-439. Quel exploit extraordinaire de Michael Schumacher. Eh ben, oui. Le roi Schumacher, je pense qu'on peut le dire comme ça, s'est encore gardé le mot de la fin. David Coulthard a tout donné, mais il a fallu concéder ces quelques fractions de secondes que Schumacher va toujours chercher. Eh ben, tu parles d'une session extraordinaire, une session spectaculaire. Schumacher, Coulthard, t'as pas vu la fin? Barrichello, est-ce qu'on peut... oui, merci. Hakkinen, Frentzen et Jacques Villeneuve a réussi son objectif. Alors finalement, c'est un tableau qui est très représentatif de ce qu'on a vu ce week-end et des attentes, je pense, de tout le monde. Et Coulthard, deuxième, ben, il sera peut-être déçu de sa deuxième place par rapport à la pole parce qu'il a été devant tout le week-end, mais il est encore devant Mika Hakkinen, Bertrand. Alors, on avait dit que ce serait peut-être un point tournant pour Coulthard vis-à-vis son positionnement dans l'écurie. Il vient de frapper un grand coup. Et à Montréal, la deuxième place, c'est pas si mauvais, ça, au départ. Alors, une 18-439, c'est le temps qu'on va inscrire. Et on est exactement, ou à peu près, Bertrand, à 7 secondes d'amélioration par rapport à l'an dernier. Une seconde que l'on voit de plus en plus apparaître à bien des circuits. Hein. Et avec les écarts qu'on a vus en fin de semaine, que Schumacher réussisse à coller un dixième, c'est un écart assez significatif parce que c'était presque au centième et au millième. Alors, l'an dernier, c'était une 19-298. Alors, on y est à peu près. Là. Ouais. Par la même personne, d'ailleurs. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez vécu les mêmes émotions que nous, chers amis. On va s'arrêter quelques instants. Et au retour, nous aurons les entrevues d'après-séance de qualification. À tout de suite. Le pilote mystère était une présentation d'Esquire. La montre Esquire est là votre nom. Félicitations à notre gagnant. Ah, ben félicitations à Madame Diane Wood de Latuc. Quelle belle région. J'ai eu le plaisir d'y circuler il y a quelques instants. Elle a reconnu le casque de Heinz Harald de Frentzen. Elle est notre personne gagnante pour aujourd'hui. Bravo, Diane. Ici Pierre Hude. La saison de F1 bat son plein, tout comme le concours Grand Prix des dépanneurs Bonissoir. Entrez vite dans la course, vivez le Grand Prix d'Italie et visitez l'écurie gauloise Prost Peugeot en France. Ce sera l'expérience F1 de votre vie. Vous avez jusqu'au 19 juin pour participer. Détails chez votre dépanneur Bonissoir participant ou dans le Journal de Montréal. Dépanneur officiel du Grand Prix Air Canada, les dépanneurs Bonissoir, toujours près de vous. En pole position chez votre dépanneur Bonissoir, la casquette officielle de l'équipe gauloise F1 au prix exceptionnel de 9,99 $. Notre soccer international a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Du soccer survolté à RDS. Samedi, l'Angleterre affronte l'Allemagne. Plus tard, la Roumanie se frotte au Portugal. 2 matchs à ne pas manquer samedi soir à RDS. Voici la nouvelle Altima 2000 de Nissan.
nouvelle Altima de Nissan. Le luxe enfin abordable. Hey, toi, tu chauffes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller chercher de l'eau. On a traversé un ruisseau un matin. Donne-moi ça. Es-tu fou? Gaspille-la pas! Fais-moi confiance. Le gel nettoyant Simonize au Teflon crée un bouclier protecteur à chaque lavage et un lustre qu'on remarque de loin. Équipe de secours à la base, contact visuel établi. Le lustre supérieur plus la protection au Teflon, c'est Simonize. Le résultat des qualifications est une présentation de Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Il a toujours dit qu'il était très confiant. Bertrand, il avait même sauté les essais de Monza, tellement il était confiant. Ouais. Et ça, c'est rare qu'il le fait, Schumacher. Hein? Il est arrivé reposé des vacances aux États-Unis. Mais Coulthard ne lui concède que 98 millièmes de seconde. Et oui, ça, on a vu des écarts de 9 millièmes, de 14 millièmes jusqu'ici. Oui. Alors, le 10e, je le trouve quand même assez probant. Intéressant. Hein? Ouais. Rubens Barrichello concède à tout près de 4 dixièmes. Ça, c'est pas ce qu'on a vu en fin de semaine. Barrichello était toujours vraiment à portée minime de son coéquipier. Mika Hakkinen, 4e. Mais content de sa voiture. Ah oui, absolument. Et Heinz Harald de Frenzen, ça, c'est une belle surprise dans les circonstances chez Jordan et Jacques Villeneuve. Directement en plein dans le mille, son objectif. Et regardez Pedro de la Rosa qui apparaît en 9e place. Ça, c'est excellent. Pardon, Ricardo Zonta qui apparaît en 8e place. Ouais. Alors ça veut dire une excellente prestation d'équipe chez BAR. Et ça va faire du bien. Après la catastrophe de Monaco, je pense qu'on se cachait même pas chez BAR, Bertrand, qu'on en était gêné. C'est le terme qu'on a utilisé. Hein? Oui, en des ennuis d'aérodynamisme, la voiture ne possède pas suffisamment d'appui. Alors, lorsqu'il en faut une tonne, comme à Monaco, on est en difficulté. Ce n'est pas le cas ici, sur le plan des réglages. Alors, on en a bien profité. Peut-être qu'Honda a fait un petit effort aussi. On sait qu'on travaille régulièrement sur des petites évolutions. On va aux entrevues tout de suite. And welcome to the top 3 qualifying drivers for the Canadian Grand Prix 2000. It's Michael Schumacher, David Coulthard and Rubens Barrichello. Michael, many congratulations. A very exciting end to the session. A superb last run. Did you deliberately wait until last to see what everyone else had done? Oh, you try to go at the end, naturally. Circuit is fastest then, and it was a matter of seconds that I was behind David and I think Mika. But that is not really purposely done. You just calculate your time when you want to go. Now, on the slowdown lap, we noticed you punched the air when you heard that Mika has qualified 4th. Do you still consider Mika your main rival for the championship, or do you think it's David? You said I punched the hand because Mika was 4th? Punched in the air from the driver audio, apparently. No, I thought I punched my hand up in the air because I got pole position. And that was all I cared about. The only thing which was nice when I heard Rubens was 3rd. That was another big matter. I mean, obviously David is getting stronger and stronger. And so I have to keep worry for him as well. Naturally, after the past 2 years, you had to think more about Hakkinen because he done 2 championships and David was slightly behind. Now he's giving a big challenge to him and it might turn around. Thank you, Michael. David, you've very nearly had pole position there. But when Michael's been sitting on the front row, it doesn't matter. Pole position isn't important as long as you're on the front row. Do you agree with that? Well, what's important is winning the race. So whatever strategy allows you to do that. And I don't think anyone could argue against having being closer to the first corner is always an advantage. But for whatever reason, it's been a long time since someone's won from pole. But ultimately, it doesn't matter. You know, making small talk about what position you start. It's race results that count. Now it's the 3rd race in the row without qualified. Mika, do you now consider you do have the upper hand? You know, I'm not even looking at that. I'm looking at what's in front of me, and ultimately, I want to see my clear track in front, and that's always been my goal. And you know, as to whether it's Mika, Michael, Rubens, whoever, I really don't care. It's about trying to get the best out of myself. Thank you, David. Rubens, a very good 3rd place in qualifying, but do you feel it could be better, or was that the maximum today? No, it could be better. I mean, I thought it was quite unlucky today because you know, I had all the flags. I was in the middle of the red flag. Then at the end, I had traffic as well. So it was really unlucky because the car was better than what I've
you know, the 18.8 that I've done it, and so I really thought that I had a shot on pole position today. I think the whole weekend I've been quite close to that, and it's in a way I'm happy because it's top 3. I mean, 1 and 3 for Ferrari, but I think I could have done better. You're talking about the red flag. In fact, when you came up on the accident that Verstappen had, I think he got hit by some debris. Did that affect the car at all? No, not at all. I mean, maybe the tire that I was running, but because I had to come in, they changed the tire, so it wasn't a problem at all. Thank you, Rubens. Looking at tomorrow's race, Michael, David's already alluded to the fact that pole position has not been very lucky recently. Does that play in your mind at all? I mean, there's so many people talking about it. You can't dismiss that you think about it. But then when you race tomorrow and you go for the start, you don't care. I mean, you just concentrate on what you do, and you hope it's not going to be a factor. And we obviously hope number 13 is a lucky number for us. 12 wasn't a lucky number. Thank you, gentlemen. Now a word from Michael and Rubens in your own language, please. Michael. Ich bin natürlich sehr zufrieden, hier auf Pole Position zu stehen. Gar keine Frage. Alors voilà pour ces entrevues que l'on vient d'entendre. Michael Schumacher, David Coulthard, Rubens Barrichello. Alors Michael Schumacher, on lui a dit parce que c'était calculé à la toute fin. Ben, elle a dit, écoute, tu tentes toujours à la toute fin de faire le meilleur temps, ultimement, c'est sûr, sauf que ce n'est pas vraiment planifié dans ce sens-là. C'est juste que souvent, c'est le meilleur contexte pour faire le meilleur temps, et c'est peut-être le meilleur état de la voiture également qu'à la toute fin de la séance. Là, on lui a dit quelque chose qui l'a embêté. On a dit, tu sembles avoir montré le point de satisfaction dans les airs quand Mika Hakkinen a fait le 4e temps. Je ne me rappelle pas de ça. Je l'ai fait quand j'ai su que j'avais la pole et quand j'ai su que Rubens Barrichello était 3e parce que, évidemment, Schumacher, lui, doit jouer la carte du championnat du monde. Barrichello, 3e, ça veut dire quand même un allié pas très loin. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire et ça lui fait un autre pilote entre lui et Mika Hakkinen. Sauf qu'on lui a rappelé que David Coulthard devenait maintenant de plus en plus le rival. Et il a dû effectivement le constater. Il y a peut-être un changement de la garde auquel on assiste en fin de semaine. Le principal adversaire de Schumacher sera peut-être maintenant David Coulthard. La question qu'on a posée à Coulthard, il a cherché peut-être à minimiser ou n'a peut-être pas compris tout le sens de la question. On lui a dit, est-ce qu'ici, ce qu'on voulait dire dans le fond, c'est ici plus qu'ailleurs, est-ce que parfois partir 2e, c'est-à-dire du côté, je regarde du côté droit finalement de la piste, est-ce que ça peut pas être un avantage si jamais on réussit à prendre un départ légèrement supérieur à l'autre? Parce que c'est un peu bizarre au Canada parce que la ligne de départ est ici. On tourne un petit peu vers la droite. Après ça, on plonge vers la gauche. Donc, les deux côtés sont presque aussi bons. Sauf qu'évidemment, le côté de la pole où on passe le plus souvent, la piste est moins poussiéreuse. Bon, il faut rappeler aussi que c'est un virage, ce sont des S presque... le dernier, la fin des S, c'est un virage en épingle et que le point de corde est du côté droit. Donc, si on peut parfois résister à l'extérieur, on peut avoir un léger avantage. Mais enfin, Hakkinen a dit, pas Hakkinen, mais Coulthard a dit... de toute façon, l'important, c'est d'être là à la fin et ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Là, j'ai bien aimé sa réponse suivante. Elle semblait peut-être très froide et très politicienne, si vous me permettez l'expression, alors qu'on le voit à l'œuvre. Il a dit, on lui a demandé s'il avait maintenant la main mise sur Mika Hakkinen ou s'il avait la main haute sur Hakkinen. Il a dit, ce n'est pas du tout comme ça que je le vois. Il a dit, Hakkinen, Barrichello, Schumacher, ce n'est plus important. Moi, je ne regarde que devant pour moi-même maintenant. Et ça, s'il y a des gens qui pensaient qu'il avait peut-être reçu une grande leçon de vie après s'être tiré miraculeusement indemne de son accident d'avion, ça, c'est peut-être une réponse très révélatrice. Qu'en penses-tu, Bertrand? On le sent plus concentré. On en a parlé un tout petit peu plus tôt. C'est peut-être un déclic pour lui. Pourquoi? Moi, je pense qu'il a eu un peu facile jusqu'ici son accession en course automobile, toute sa progression. C'était un peu facile. Et là, peut-être qu'il se rend compte de tout ce qu'il a et qu'il devrait peut-être en profiter de ce qu'il a jusqu'au maximum, c'est-à-dire gagner des courses et remporter un titre. Rubens Barrichello a dit, bien sûr, ça aurait pu être mieux parce qu'une 18-8, c'est pas le temps que j'aurais pu faire. Il a parlé du drapeau rouge. Il était probablement dans un tour lancé à ce moment-là. Et il a dit qu'il a été par la suite gêné par la circulation, comme ça arrive souvent à la fin d'une séance de qualification. Il a dit, au contraire, je croyais pouvoir faire la pole. Et quand on regarde les écarts entre lui et Michael Schumacher depuis le début du week-end,
Il avait raison peut-être ouais. d'anticiper la pole. Hein? Alors peut-être qu'il ne faut pas non plus mésestimer ou sous-estimer Barrichello compte tenu de ce qu'il avait fait précédemment. Et quant à la course de demain, Schumacher a dit, bon, ben... fichez-moi la paix avec ces statistiques-là. La statistique dont parlait Bertrand, 12 courses de suite, partir de la pole, pas de victoire. Il a dit peut-être que le 13e, ce sera le chiffre chanceux. Surtout que le 12e, c'était lui. Alors, il est temps d'arrêter cette séquence. Voilà, on s'arrête, on sera de retour dans quelques instants. Et Bertrand Houle sont habillés par Tommy Hilfiger, disponible chez Ernest. Alors voilà, merci à Suzuki, notre commanditaire. On vous reparle dans quelques instants à cette épreuve de Formule 1600. Paul Buisson présente une autre édition spéciale de Hors-jeu en primeur à RDS. N'importe où, n'importe quand, Paul vous fait découvrir l'autre côté de la médaille du monde sportif. Hors-jeu, samedi le 24 juin à RDS. Eh bien, à nouveau, bienvenue, chers amis. Aussitôt parti, aussitôt revenu. Nous vous présentons maintenant cette manche excitante. Nous en sommes convaincus de ce championnat canadien de Formule Ford. Une épreuve qui est toujours excitante partout où ce championnat canadien s'arrête. Et à Montréal particulièrement, il faut dire que c'est une motivation énorme pour les pilotes de cette série, les plus jeunes et les moins jeunes, que de s'affirmer sur le circuit Gilles Villeneuve, devant le grand cirque de la Formule 1 et devant une foule évidemment qui est massée tout autour du circuit. Et de plus en plus, on reconnaît le caractère spectaculaire de cette série. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les gens attendent maintenant avec impatience le spectacle. Alors, c'est une ligne de départ qui, en première ligne plutôt, nous donne une affaire de famille. Jonathan et Francis Macri qui se retrouvent tous les deux là en première et deuxième position. Matt White et notre collègue Didier Scranen, le double champion et le champion défendant, en quatrième place. Jean-Sébastien Bédard, James Yott sont en cinquième et sixième. Frédéric Martel par la suite se retrouve en septième position. Luc Lesage, Louis-Philippe Dumoulin, Jean-Philippe Coury, Jerry Cavana, Marcel Lafontaine, Mark Rossi, Tim Clowater, Michael Gajowski, Sylvain Champoux, Robert Boyer de la famille bien connue à l'époque en série Honda, bien sûr. Kevin Hu, Edouard Aubé, Éric Paradis, Marc DeVellis, Scott Lampkin, Steve Forer, Melanie Patterson et Isabelle Roy, donc les deux filles qui sont regroupées 24 et 25. Ryan Horses, Steve Wester, Brett Osler, et c'est pas fini, il y a 38 voitures au départ. Marc Yott, Alex Mitchie, François Bellemare, Roland Fodor, Yannick Bardieu, Jerry Calucci, Steve Pickering, Guy Landry, Michel Fournier et Tom Reisnell. On peut vous mentionner que c'est la deuxième course de cette saison 2000 qui en regroupera 8. La première course, on vous donne rapidement un résultat, ça vous donnera une idée des forces en présence. Jonathan Macri devant Louis-Philippe Dumoulin, Didier Scranen, Brett Osler, Jerry Cavana et Melanie Patterson, les 6 premiers de cette première course. Oui, Didier qui vient de recevoir une ovation ici. Il est tout près de nous, il faut dire, devant la cabine ici. Et les gens, bien sûr, qui
le reconnaissent. Didier qui, évidemment, a fait les beaux jours de cette série. Et là, je vois notre collègue Michel Lacroix qui s'avance tout près de Didier. Je ne sais pas si nous sommes prêts à nous y rendre. Alors, Michel, d'abord, on vous dit bonjour, bienvenue à cette retransmission et on vous rejoint. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à vous deux. Bonjour, mesdames, messieurs. Oui, je suis en compagnie, justement, du champion en titre de la série de la Formule Ford, Didier Scranen, notre collègue. Didier, ça va bien? Oui, ça va surtout bien depuis que l'équipe Radio Énergie puis la RDS a fait un travail incroyable pour mettre la voiture en condition. Hier, on a joint le club Select de ceux qui avaient frappé le Bonjour Québec, mais j'ai pas de mérite parce que c'est un bris de la direction qui m'a envoyé dans le mur. La voiture était passablement endommagée. L'équipe a travaillé très fort et j'espère avoir une bonne voiture parce que, comme vous le savez, on n'a pas de réchauffement. Je croise mes doigts et je pars avec des pneus neufs, ce qui n'est pas l'idéal. Mais je vais encore une fois tenter le maximum parce que cette première place sur le podium, ça fait longtemps que je la désire. Didier... Dans le cadre du Grand Prix Air Canada, nous vous présentons sur la ligne de